matin, bonsoir. Merci pour votre présence. Alors, j'ai proposé ce sujet parce qu'au mois de septembre, nous avons été invités par le gouvernement à manifester notre soutien à ces propositions. Et donc, il m'a semblé que la situation, sous certains aspects, nous rappelait ce slogan de mai 68. Je suis donc allé voir sur le net s'il y avait des indications sur ce slogan, et l'auteur Bernard Cousin en a mis la signification qu'il lui avait donnée en l'écrivant avec un ami. Donc je vous donne la signification que donne l'auteur du slogan « Sous les pavés, la plage ». Je le lis. Le pavé représente nos constructions, les routes, le plan de roulement et ce qu'on édifie autour. Si on l'arrache, c'est qu'on ne comprend plus son agencement et son utilité. On ne comprend plus le plan. Peut-être est-il incompréhensible. Je ne juge pas, je constate. La plage, c'est beaucoup plus ancien. C'est sous et c'est avant le pavé. Il est bien possible qu'avant de monter sur la dune, explorer le vaste monde, nous ayons vécu quelques millions d'années en mammifères semi-aquatiques. Le bonheur total de l'enfant pataugeant au bord de l'eau, notre évocation le soir où nous avons créé le graffiti, pourrait bien être notre paradis perdu. Cela expliquerait beaucoup de choses du corps de l'homme et de son comportement. Et il signe Bernard Cousin, il ajoute quelque chose que je vous invite à aller voir sur le net. L'explication donnée confirme la compréhension que j'avais de ce slogan. Mais la question est la suivante. Existe-t-il un paradis perdu? Notre salut consiste-t-il au retour fusionnel à la nature, comme ont tendance à le proposer les élus locaux qui laissent le bitume se dégrader et attendent une dizaine d'accidents avant de le réparer, ou qui éteignent rues et voies autoroutières sous prétexte de pollution lumineuse. L'un des théoriciens du paradis perdu fut, me semble-t-il, Jean-Jacques Rousseau, dans le discours sur l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle de 1753, qu'on appelle encore le second discours, le premier sur les sciences et les arts, étant paru en 1749. Chacun, en effet, se souvient du début de la seconde partie du deuxième discours sur l'origine de l'inégalité. Donc je le cite. Le premier, qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Donc, première affirmation, c'est le passage de la possession à la propriété de la terre qui fonde le passage de l'état de nature à l'état civil. Or, Rousseau ajoute, et chacun doit s'en souvenir, que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre est à personne. » Donc voilà ce que dit Rousseau dans le second discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. L'appropriation de la terre pour Rousseau ne saurait être un droit naturel, contrairement à ce qu'avançait John Locke. Il y avait un débat à l'époque sur le droit de propriété, était-il naturel ou civil. Et donc de cette première lecture, nous pourrions penser que la société civile constitue une dénaturation, une chute. Et cette idée, nous la trouvons déjà dans le débat entre nature et loi, fusis et nomos, dans l'Athènes antique, chez les Grecs. Par exemple, le sophiste Hippias d'Élis
prix d'Olympie, nous dit, donc je le cite, « Vous êtes tous de même naissance, parents et concitoyens, par la nature et non par la loi. » C'est un fragment qu'il nous donne. La nature crée une sociabilité que la société détruit. Et il ajoute, la loi est toujours au service des puissants. De même, un autre sophiste, Antiphon d'Athènes, donc moins 480, moins 411, dans un traité de la Concorde, Péri-Homonoïas, affirme, je le cite, « La nature nous a tous, sous tout rapport, grecs aussi bien que barbares, créés égaux. Nous soufflons bien tous dans l'air, par la bouche et par le nez. » Vous vous rendez compte, hein? Le sophiste, à l'époque d'Aristote, pour lequel, normalement, la nature a créé la femme inférieure à l'homme, le maître à l'esclave. Et voilà. De même, ajoute-t-il, ce n'est ni le serment, ni le contrat de mariage, ni l'association qui engendre l'harmonie. Et il ajoute, c'est le contraire qui peut advenir. Regardez à notre époque de mariage arrangé, en moins 400, on nous dit c'est pas le contrat qui fait le mariage, c'est le sentiment qui doit préexister pour que le contrat puisse avoir lieu. C'est pas mal. Bien. Nous voyons donc une remarque très juste. Mieux vaut que le sentiment précède le mariage, le contrat. Et ce sont bien les lois, non la nature, qui sont cause de l'esclavage, nous dit Antiphon. C'est un choix politique, ce n'est pas la nature qui fait les uns esclaves et les autres maîtres. Donc cette dépréciation de la loi sera étendue à l'institution politique elle-même, à l'État. Et donc là c'est plus proche de nous, hein, Bakounine, qui affirme que tout pouvoir est oppression. Il faut donc abattre l'État. Marx puis Lénine affirment qu'avec la disparition des classes sociales, grâce à l'appropriation collective des moyens de production, l'État disparaîtra aussi. Plus besoin de police, d'armée, qui sont toujours au service des dominants économiques. L'égalité économique, nous disent-ils, s'accompagnera d'une milice, d'une auto-administration. Car le fondement réel de ces penseurs, pour lesquels, sous le pavé, l'on trouve la plage, c'est que par la nature, l'homme est bon. Ce qui est commun à toutes ces pensées, c'est que une bonté naturelle. L'homme est bon par nature. Alors qu'au contraire, Hobbes, Spinoza, affirmait que l'état de nature est un état de guerre. Souvenez-vous, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et qu'il faut donc se protéger les uns des autres par des institutions politiques. En conséquence, penser que sous le pavé règne la plage, c'est en réalité considérer que l'homme est bon par nature, et il y a une expression qu'on connaît encore davantage, c'est le bon sauvage. Et qui dit bon sauvage nous ramène à Rousseau, à cette anthropologie rousseauiste. La brute et le bon. Et on pourrait ajouter pour Rousseau le truand si on connaît l'histoire du peigne. C'est une erreur. Car il s'agit chez Rousseau du bon sauvage. Or, sauvage signifie isolé. Donc, l'homme n'est pas sociable naturellement. Pour Rousseau, il se tient prudemment lorsqu'il est à l'état de nature, à l'écart des voisins. C'est pour ça qu'il est bon. Dès qu'il voit un voisin, il tourne les talons pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc, le sauvage, c'est l'isolé. Mais ce sont les catastrophes naturelles qui amènent les sauvages, les isolés, par instinct de pitié, par la pitié qu'ils éprouvent devant la souffrance des voisins, donc qui les incite à se mettre ensemble. Et là, énorme bouleversement. Auparavant régnait l'amour naturel de soi,
apparaît, nous dit Rousseau, l'amour-propre. C'est-à-dire que les gens se mettant ensemble commencent à se comparer et donc naissent la rivalité, la compétition, la guerre. Et les projets, les piquets des enclos nécessitent que l'on passe, puisqu'il y a compétition, rivalité, il commence à y avoir différenciation sociale, et donc tout ceci nécessite que l'on passe d'une société de fait où règne la guerre, c'est-à-dire que dans du contrat social, Rousseau nous dit que l'état de nature est devenu un état de guerre. Il faut passer d'une société de fait à un état de droit, dont Rousseau décline les fondements dans du contrat social, qu'il sous-titre précisément « Principe du droit politique ». Il faut passer du droit naturel, de la liberté naturelle, mais menacée par les voisins puisqu'on s'est mis ensemble, donc ces voisins trop proches, au droit et à la liberté civile, par le biais de lois. La liberté naturelle consiste, et donc ça c'est très bien dit dans du contrat social, consiste à devenir maître de soi, en quittant l'enfance. Je deviens apte à juger ce qu'il convient de manger, de faire, pour me conserver. La liberté naturelle, c'est ce qui nous rend aptes à juger de ce qu'il convient de faire pour se conserver. Alors que la liberté civile, elle, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Voilà ce que écrit Rousseau à la fin du chapitre 1 du contrat social. Elle est donc autonomie. Étymologiquement, nomos, la loi, auto, qui vient de nous-mêmes, qui est collective. Et elle est aussi isonomie. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement par tous, autonomie, mais elle est aussi pour tous. La loi égale pour tous. Sinon, c'est un décret, si elle est au service d'un groupe par rapport aux autres. Et la possession naturelle devient propriété, c'est-à-dire un acte juridique, défendu non plus par notre pauvre biceps, qui peut tomber sur plus rusé que lui, mais comme à l'état de nature, mais par la force de tous, par la loi. Question, mais ces lois ne sont-elles pas le plus souvent, comme le disaient les sophistes, et comme le reconnaît lui-même Rousseau, bien autre chose que des lois, des décrets, puisqu'au service d'une minorité au détriment de la majorité. Et Fabrice disait en septembre, je le cite, dans son exposé au préalable de cette discussion, notre colère est le signe d'un engagement pour quelque chose de préférable. Je ferme les guillemets. Donc Rousseau affirme lui aussi, dès le premier chapitre du contrat social, donc je cite Rousseau, « L'homme est né libre et partout il est dans les fers. » En effet, à ses yeux, nulle part le peuple n'est souverain et ne fait lui-même la loi en vue de l'intérêt de tous. Et il ajoute, je le cite, « Tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait mieux encore. Car recouvrant sa liberté par le même droit qui lui a ravi, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l'était point à la lui ôter. » Je ferme les guillemets. Ceci signifie que la méthode Orangina, à secouer le joug, est légitime et nécessaire. Aucun pouvoir ne renonce jamais à ses privilèges de plein gré. Ce qui veut dire tout simplement, et avant de vous dire simplement, j'avais encore une phrase de Jean-Jacques, ouvrez les guillemets, « L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres.
Donc, aujourd'hui, ce serait plutôt le désordre social. Quand on voit le bouclier fiscal, quand on voit la privatisation, l'étranglement des services publics. Cependant, ajoute Rousseau, ce droit, l'ordre social, ne vient point de la nature, il est donc fondé sur des conventions. Ce n'est pas la plage qui nous le confère. Il faut le fonder sur des conventions, ça signifie sur des lois véritables, et qu'il examine. Donc, pour conclure, je serais tenté de dire qu'il est parfois nécessaire d'ôter les pavés pour se défendre ou modifier une situation politique oppressante. Mais nous devons surtout pouvoir espérer les reposer très vite à leur place, qui nous est bien utile pour mieux circuler, pour échanger. Ne nous fions pas aux tenants de la plage. Un monde meilleur est possible, c'est celui des lois sociales qu'il nous faudra certes reconquérir. À vous la parole.